Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui n'est pas la vidéo de la dépression, on vous rassure tout de suite, mais qui va nous permettre de faire le point sur un sujet qui nous travaille quand même depuis déjà pas mal de temps et que nous avions déjà abordé parfois un petit peu par petite touche, on va dire, à droite ou à gauche dans quelques vidéos que nous avons déjà fait sur la chaîne. Nous voulions cependant prendre quand même le temps de nous arrêter vraiment sur ce sujet pour faire le point sur cette thématique qui nous semble très importante. Vous le savez, nous adorons nous intéresser à des sujets de fond et à des grandes questions qui ont été abordées ou soulevées dans l'œuvre de J.K. Rowling. Nous avons déjà pu nous atteler à un certain nombre de sujets, parfois difficiles, comme le harcèlement scolaire, comme le racisme, comme la religion, comme l'antisémitisme, la place des femmes, l'immortalité, la résurrection. Et aujourd'hui, nous avons voulu nous pencher sur des éléments de réponse qui nous permettront de répondre à la question de savoir en réalité pourquoi aucun personnage de Harry Potter n'est jamais heureux. Pour être tout à fait honnête, on aurait pu appliquer ce questionnement en fait à l'ensemble de l'œuvre littéraire de J.K. Rowling, car, spoiler, il est extrêmement rare dans ses livres de trouver des personnages heureux. Alors, attention, nous ne parlons absolument pas du fait que certains personnages ne peuvent pas faire l'expérience de bonheur qui soit plus ou moins éphémère, bien évidemment. Mais ce que nous relevons, en fait, c'est que globalement, chaque personnage n'atteint jamais véritablement le bonheur idéal et a toujours tendance à être un peu condamné à une espèce d'existence complexe ou qui repose sur un équilibre que l'on pourrait qualifier comme étant parfois franchement précaire. Vous nous direz, et à raison, que c'est le lot finalement de toute existence humaine que de ne jamais connaître ou très rarement un bonheur simple et entier. Mais pour le coup, il est vrai que les personnages de Harry Potter sont globalement tous privés de bonheur. Alors, nul n'ignore le contexte évidemment dans lequel les romans de Harry Potter ont été écrits. J.K. Rowling traversait à cette période de sa vie une période très difficile aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle, dans laquelle elle ne trouvait en réalité que très peu de réconfort en dehors de la naissance de sa première fille, puis de son vague projet de roman dont elle doutait que quiconque y jette un jour un œil, et encore plus à cette époque. On sait, et on ne peut pas mettre de côté, que la situation psychologique dans laquelle se trouvait Rowling à cette époque, si l'on veut bien comprendre un peu l'évolution des personnages dans les romans, est absolument déterminante et qu'on ne peut évidemment pas du tout faire l'impasse sur le sujet. Quand on regarde d'un peu plus près les personnages principaux, notamment, du début à la fin de l'aventure, on comprend assez rapidement que malgré de très nombreuses joies, cela ne semble pas forcément, on va dire, réussir à contrebalancer véritablement un climat général qui parfois est très pesant et qui est même parfois franchement assez difficile. Nous n'allons pas nous lancer évidemment dans une analyse de tous les personnages car la vidéo serait beaucoup trop longue et ce n'est pas non plus le thème exact et la thématique de cette vidéo ni son but. Si nous commençons par les personnages principaux et notamment par le personnage principal qui est Harry Potter, on peut dire évidemment qu'il aura subi absolument quasiment toutes les horreurs et toutes les difficultés possibles et imaginables. La mort de ses parents, un oncle et une tante qui sont généralement maltraitants, qui l'entretiennent finalement dans une espèce de cagibi dont on ne voudrait même pas pour notre chien. On sait qu'il est également entretenu dans un mensonge complet et total sur la mort de sa famille. On sait qu'il a un cousin violent, qu'il subit du harcèlement scolaire depuis sa scolarité, y compris chez les moldus, qu'il va découvrir aussi tous les mensonges entourant sa vie, découvrir que l'incarnation même du diable le pourchasse, subit aussi une pression et harcèlement en règle à Poudlard durant quasiment là aussi toute sa scolarité, découvrira certains talents qu'il ne devait absolument normalement pas avoir, va se mettre ses amis en danger, va en perdre d'autres, va sentir la douleur d'être rejeté par ses plus proches amis, y compris Ron Weasley parfois, va connaître aussi l'isolement, va connaître la peur, va connaître la mort, et affronter des combats et des responsabilités qui ne sont absolument pas de son âge. Bref, grosso modo, vous l'aurez compris, même en atténuant un petit peu le sujet, on est quand même sur un potentiel de dramatique qui est assez élevé. Alors même si on peut atténuer tout ça avec une victoire contre l'ordre de Voldemort après s'être livré en sacrifice, on peut évidemment résolument dire
dire qu'il aura quand même eu franchement une vie un peu traumatisante, même si les choses évidemment vont s'arranger, bien entendu. Il connaîtra aussi de grands bonheurs, comme son mariage avec Ginny et la naissance de ses enfants. Mais même après cela, il a fallu revivre encore d'autres épreuves très douloureuses, notamment celle des aventures désastreuses d'Albus Severus Potter. Mais clairement, pour Harry Potter, la vie n'aura jamais été véritablement de tout repos, en tout cas pour ce que l'on sait actuellement de sa vie. Si nous prenons aussi l'exemple de Ron Weasley, là aussi on peut se rendre compte que sous son côté un peu jovial et rieur d'apparence se cache derrière en fait de véritables souffrances qui vont parfois mettre plusieurs années à se manifester, comme ce fut le cas par exemple au sein de la fratrie Weasley, où il semble avoir souffert en fait de ne pas se sentir suffisamment pris en considération par le reste donc de sa famille. C'est un jeune enfant qui va devoir subir également le fait d'être un énième enfant dans une fratrie qui est précédée par les diverses réputations, tantôt glorieuses, tantôt difficiles à porter, que ont pu laisser ses frères avant lui. Difficulté évidemment permanente en réalité pour Ron de se trouver face à une presque impossibilité de trouver sa place et sa place unique. Lui aussi aura été victime de ce que l'on peut considérer comme étant une forme de harcèlement dont le paroxysme atteindra évidemment des sommets au moment de son engagement dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor à partir de la 5e année, comme vous le savez très bien. La jalousie est donc aussi quelque chose qui va peu à peu ronger Ronald depuis l'intérieur notamment, et on le sait vis-à-vis de son meilleur ami qu'est Harry Potter. C'est d'ailleurs particulièrement criant lors des événements du tournoi des Trois Sorciers dans Harry Potter et la Coupe de Feu, jalousie qui va évidemment, on le sait, connaître des hauts et des bas d'ailleurs, et qui se fera sentir de manière on ne peut plus violente à maintes reprises, et notamment dans les événements de Harry Potter et les reliques de la mort. Il faudra beaucoup de temps en réalité pour que Ron devienne quelqu'un d'heureux malgré, on va dire, toutes les épreuves qu'il a pu traverser, ainsi que sa famille, notamment avec le décès par exemple de l'un de ses frères, les dégâts subis par son père lors d'une mission de l'Ordre du Phénix, et puis aussi également par son frère Bill lors de la bataille qui s'est déroulée à la tour d'astronomie. Sa relation avec Hermione, évidemment, a connu là aussi des hauts et des bas, principalement d'ailleurs en raison du fait qu'il ne s'aime pas et a une tendance quand même permanente aussi à se dévaloriser, à ne pas avoir confiance en lui. Il faut en effet reconnaître qu'il n'est pas toujours aisé d'avoir comme meilleur ami Harry Potter et Hermione Granger. Ça, on peut évidemment imaginer que tout cela est très compliqué. Nous n'aurons pas l'outrecuidance, entre guillemets, de nous attaquer au personnage, par exemple, de Rogue, dont l'ensemble de sa vie aura été une immense tragédie quasiment du début jusqu'à la fin de son existence, mais cela ne nous empêche pas de nous intéresser quand même également aussi à quelques membres du corps professoral, comme par exemple Minerva McGonagall, dont on sait que l'histoire a eu largement son lot de souffrances. McGonagall n'a eu absolument pas la vie qu'elle escomptait, loin de là même, elle fut remplie de drames, de désillusions, de morts, bref, même si sa carrière professorale lui apporte quand même une grande satisfaction, on sait que Minerva sentira toujours, on va dire, une forme de décalage entre ce qu'elle voulait, ce qu'elle espérait, et ne sera jamais véritablement heureuse, même si l'enseignement et la présence évidemment donc de Minerva McGonagall aux côtés de ses élèves est une source de réjouissance, mais on sait que voilà, c'est quelqu'un qui conservera toujours au fond d'elle une forme de tristesse. Et même quand un enseignant semble être plus que content et satisfait, on va dire, de lui, on s'aperçoit en fait que derrière le masque, des failles absolument béantes sont souvent très présentes et même très profondes. Nous l'avons notamment vu et compris au travers par exemple du personnage de Gilderoy Lockhart, dont la vie, mensongère évidemment, ne pouvait que lui peser, surtout après une enfance qui a été quand même complexe, qui a été empreinte là aussi de toxicité. Inutile donc par exemple d'aborder plus loin ce personnage. Alors on pourrait aussi évidemment parler du cas de Remus Lupin, le cas de Remus Lupin qui lui aussi a vécu une tragédie et vit une tragédie pendant quasiment toute son enfance et s'interdira pendant de très nombreuses années d'être heureux, se considérant comme étant un être absolument maudit. Même une fois marié, on le sait avec Nymphadora Tonks, nous savons pertinemment qu'il continuera à vivre dans une perspective assez sombre pendant les mois qui restent évidemment jusqu'à sa mort. Et là pour le coup c'est vrai que c'est un personnage qui est très très frappant, sur lequel il faudrait que nous revenions plus en longueur.
Dans un autre genre et dans un autre style, on pourrait parler de son ami Sirius Black, qui même une fois libéré d'Azkaban, après sa spectaculaire évasion, ne sera jamais vraiment heureux lui non plus. Il ne s'est jamais vraiment remis des événements survenus à Godric Solo, et sa cavale ne lui laisse en réalité qu'une liberté bien limitée et donc finalement impartielle et insatisfaisante. On n'abordera même pas le cas dans cette vidéo d'Albus Dumbledore, dont on sait que l'histoire familiale est une tragédie, là aussi du début à la fin. On ne parlera pas de ses déboires amoureux dont on connaît les conséquences. Bref, tout en connaissant ses pouvoirs phénoménaux et sa puissance magique, force est de constater que lui aussi, dans sa vie, il n'y aura pas eu grand-chose de franchement très heureux et que malheureusement, jusqu'à sa mort, ça aura été le cas. Si l'on regarde attentivement aussi du côté des adeptes de Voldemort et des forces du mal, évidemment, on ne s'attendait pas non plus à trouver une ambiance franchement euphorique et propice, on va dire, au bonheur. Sans nous appesantir là aussi sur une nouvelle énumération qui n'aurait pas énormément d'intérêt, on comprendra bien que rien ne semble procurer le bonheur dans le camp du mal. En même temps, le contraire aurait franchement été pour le coup très étonnant et presque anachronique. Vous connaissez notre avis sur le sujet de la noirceur et des ténèbres. Soyons honnêtes, rien de bon et d'heureux n'en sortira jamais. Avant de passer au décryptage et à l'explication de cette question qui nous taraude véritablement, nous avons tenu à aborder ce que nous voyons aussi de ce qu'il se passe derrière le voile, entre guillemets, de la mort. Nous avons déjà traité de nombreuses questions autour de la mort ou de l'immortalité ou encore de la résurrection qui sont des sujets absolument au centre de l'œuvre de Harry Potter. Alors, forcément, vous nous voyez venir, nos personnages peuvent-ils être heureux dans la mort, une fois le combat avec les difficultés de la vie quotidienne et de la vie humaine terminé ? Alors, il existe une certaine forme de mystère autour de ce sujet, qui est d'ailleurs bien plus large que cette simple question, entre guillemets, qu'on pourrait se poser dans un roman quelconque. Chacun, évidemment, en fonction de ses croyances, de ses avis, de sa foi, peut tenter de dégager des réponses diverses et variées. J.K. Rowling nous propose plusieurs types de réponses et on avait trouvé assez intéressant de s'y pencher parce que même avec plusieurs types de réponses, elle continue en fait à entretenir un espèce de mystère un peu épais sur le sujet. En réalité, elle distingue en fait plusieurs types de morts, vous le savez, et c'est d'ailleurs ce qui est absolument passionnant et ce qui nous vient à l'esprit assez naturellement dans un premier temps, c'est évidemment de parler tout de suite de la question des fantômes. Nous avons déjà beaucoup parlé des fantômes dans plusieurs de nos vidéos. On va dire qu'un passage de l'œuvre de J.K. Rowling qui nous a, nous, profondément marqué, vous le savez, on vous en a déjà parlé dans pas mal de vidéos, c'est la discussion qui réunit Harry Potter et le fantôme de Gryffondor, Nick Quasi-Sans-Tête. Cette discussion, en dehors de son contexte pour le moins dramatique et absolument horrible, revêt une importance fondamentale sur la conception même, en fait, qui est celle de la mort. En l'occurrence, on sait que ce qui intéresse Harry Potter à ce moment-là de l'histoire, c'est de savoir si son parrain, Sirius Black, aurait pu faire éventuellement le choix de revenir en fait sous une forme fantomatique. De manière assez inédite, Nick Quasi-Sans-Tête va d'une part doucher les espoirs du jeune élève, mais va surtout en fait se confier sur le fait que faire ce choix de devenir un fantôme n'assure pas pour autant le bonheur. On sent même au contraire qu'il souffre lui-même d'avoir réalisé un tel choix qui ne le rend donc finalement, vous l'aurez compris, pas heureux. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est une existence misérable, mais on tend à s'en rapprocher tout de même quand on voit un peu la manière dont aborde Nick Quasi-Sans-Tête quand il parle de sa propre mort ou de son existence fantomatique. Devenir un fantôme n'est donc globalement, vous l'aurez compris, pas non plus une solution permettant d'accéder au bonheur dans la mort et ne semble donc pas être non plus quelque chose de salvateur quand on passe à l'étape d'après. Le fait est, en tout cas, que de manière assez évidente, un fantôme ne pourra pas être heureux définitivement. Il pourra connaître éventuellement quelques joies, mais ça en restera évidemment là. Vient ensuite la question de la pierre de résurrection et du pouvoir évidemment qu'elle renferme. Alors rappelons que cette pierre constitue, on va dire à part entière, l'une des reliques de la mort. On sait qu'elle a été donnée au second frère Pévrel qui souhaitait revoir sa jeune Dulcinée, disparue malheureusement de manière prématurée et tragique.
On sait que cette pierre n'apporte pas vraiment, évidemment, la résurrection. La résurrection n'existe pas dans Harry Potter en dehors du sacrifice offert pour la multitude, à l'image de ce que nous montre la religion chrétienne, d'ailleurs, qui est l'une des sources d'inspiration de J.K. Rowling dans l'œuvre de Harry Potter et dont elle ne s'est évidemment jamais cachée. Cette pierre ne permet en réalité de projeter, vous le savez, qu'une image terne et peu convaincante en fait de la personne disparue qui ne sera jamais vraiment en capacité d'amener le bonheur et d'être aussi dans une sensation de plénitude et de bonheur, ce qui causera généralement le malheur du bénéficiaire de la pierre. Donc là aussi, point de salut à travers la mort, ça semble évidemment assez clair. Et alors, la mort, dans tout cela, nous diriez-vous? Peut-on être heureux après la mort? Alors, évidemment, cette question est vieille comme l'humanité et surtout, elle n'a pas de réponse franche. Mais on peut imaginer que la conception chrétienne, qui est celle de J.K. Rowling, la pousse plutôt, on va dire, dans cette direction. La seule vraie personne, en fait, que l'on rencontre vraiment dans Harry Potter, qui soit passée de l'autre côté, c'est Albus Dumbledore lors de sa conversation avec Harry Potter après les événements survenus dans la forêt interdite en marge de la bataille de Poudlard. Albus Dumbledore ne semble pas être différent du personnage que nous connaissions avant son vivant. Mais il fait toujours preuve d'une certaine forme de sagesse et d'une, on va dire, philosophie de vie nécessairement différente du commun des mortels. De là à dire que Dumbledore nous paraissait franchement heureux, cela semble difficile à dire. Il faut dire aussi que la séquence ne s'y prêtait pas nécessairement non plus compte tenu du contexte dans lequel se déroulait cet échange, mais on va dire que quand même il y avait quelque part une part de plénitude et une part de sagesse qui laisse à penser que effectivement derrière le voile de la mort, il peut y avoir effectivement une autre étape de la vie qui s'ouvre. Si la mort est omniprésente dans Harry Potter, elle n'est donc pas non plus, vous l'aurez compris en tout cas, la solution a priori pour accéder au bonheur pour nos personnages. Pour autant, la recherche du bonheur dans la vie ne semble pas non plus être ce qu'il y a de plus simple et on va le voir évidemment dans cette partie de la vidéo. Si on interroge un groupe de personnes, par exemple dans la rue, pour savoir ce qui peut contribuer à leur bonheur, on a globalement toujours un peu les mêmes réponses. L'amour, l'amitié, la santé, l'argent et les loisirs. Il n'y a pas de raison que cela diffère outre mesure dans le monde des sorciers où, si les habitudes de vie sont par nature tout à fait différentes et souvent différentes, en réalité, moldus comme sorciers appartiennent tous à la même humanité, donc avec ses qualités et avec ses propres défauts, là-dessus c'est une évidence. Ces éléments seraient-ils donc de nature à changer la perspective de nos personnages? C'est un peu l'angle que nous avons souhaité aborder dans cette seconde partie de la vidéo, en prenant le parti de commencer évidemment par le grand sujet de la saga qui est celui de l'amour. L'amour revêt dans l'œuvre de Harry Potter une place plus que déterminante et primordiale. L'amour, c'est la base même de l'histoire principale et la composante même de très très nombreuses intrigues. Que l'on parle de l'amour paternel, que l'on parle de l'amour maternel, de l'amour fraternel, de l'amour filial, de l'amour dans le couple ou dans une acceptation plus large, l'amour est partout. Pour autant, l'amour garantit-il pour autant l'accès au bonheur? Dans la logique de notre auteure favorite, nous aurions tendance à dire que oui. Après tout, elle a vécu dans son existence, en tant qu'enfant ou adulte, les bienfaits de l'amour. Principalement par sa mère, dont on sait que leur relation a été extrêmement marquante. Ce fut le cas aussi dans une dimension plus différente, évidemment avec son père, et encore différente et très forte aussi avec sa petite sœur. Cette première, ou ces premières rencontres en fait de l'amour, on le sait, sont fondatrices car d'une part, elles sont vécues durant l'enfance et d'autre part, elles vont être constitutives d'une grande partie de la philosophie que la personne va se créer, et en l'occurrence, ce fut le cas notamment, évidemment, vous l'aurez compris, pour J.K. Rowling. L'amour est nécessaire au développement psychique de n'importe quel individu et par définition, donc a forcément un impact sur son bonheur. Dans le cas des personnages de Harry Potter, on voit bien qu'en effet, toute carence en matière d'amour ferme la porte en quelque sorte au bonheur. Durant son enfance, Harry Potter n'a jamais connu le bonheur par exemple d'être aimé. Pour lui, son enfance fut malheureuse car sans amour de la part de ce qui était de base, entre guillemets, censé être sa famille, forcément il ne se passe rien.
outre le traumatisme même sur le moment, c'est bien sur le temps long que ce manque d'amour originel, finalement, aura la plus grosse et le plus gros impact, et encore plus dans un contexte comme celui de Harry Potter, qui a déjà perdu ses parents très tôt dans son existence. Alors, cela ne veut pas dire que Harry Potter est condamné, encore une fois, à être malheureux toute sa vie, vous l'aurez bien compris. Mais il faut reconnaître que de tels traumatismes ne peuvent pas, ne pas laisser de traces sur le long terme. Il en restera toujours quelque chose, quoi qu'on en pense. Mais dans le cas de Harry Potter, il est vrai que durant son enfance, étant fils unique, il n'y avait franchement rien qui ne pouvait servir en quelque sorte de dérivatif. Alors évidemment, Harry Potter fera la rencontre de l'amour de plusieurs manières. On se souviendra notamment de l'épisode du miroir du Rizel, où Harry se confronte pour la première fois à l'image de ses parents, ainsi que des sentiments que cela a pu éveiller en lui. On sait d'ailleurs aussi que la contemplation du miroir procurera un vrai sentiment de bonheur qui sera, stoppé assez net par Albus Dumbledore afin de préserver la santé mentale du jeune garçon, car cette image n'était pas franchement le bonheur réel, et ça c'est important. La découverte de l'amour chez les enfants, puis chez les jeunes adolescents, se fait aussi avec tâtonnement et permet là aussi de faire, sa propre expérience. Que ce soit Harry, longtemps, amoureux, est conduit et en échec vis-à-vis de Cho Chang, ou Hermione qui doit subir, les péripéties amoureuses de Ron, on sait que l'amour peut aussi représenter une source non négligeable de douleur, de frustration, et encore, là aussi, est une difficulté qui peut engendrer et créer des ressentiments. Alors évidemment, et heureusement, parfois les choses se terminent bien, et certains personnages réussissent à enfin trouver le bonheur dans l'amour. Souvent, ce bonheur, devenu conjugal par la suite, permet à nos personnages d'expérimenter le bonheur et d'en faire une force pour faire face à toutes les autres difficultés de la vie quotidienne qui ne manqueront pas de se présenter. L'amour est donc la meilleure solution pour trouver le bonheur, tout du moins en grande partie, mais cependant, on a évidemment cette confirmation aussi en se nourrissant quelque part de l'exemple contraire. Lorsque l'on aborde, par exemple, et qu'on observe la tragédie et la tragique vie, qui a été notamment celle de Tom Jedusor et durant sa jeunesse, on voit de manière, aussi criante que flagrante, que l'absence complète de connaissance et de rencontre avec l'amour ne peut qu'engendrer le mal et le malheur. Pour être plus précis, Tom Jedusor, de sa naissance jusqu'à son départ vers Poudlard, n'a jamais pu éprouver de près ou de loin quelque chose qui pourrait ressembler d'une manière ou d'une autre à une forme d'amour, laissant ainsi se développer en lui uniquement tout ce que l'esprit humain peut fabriquer de plus mauvais et de plus sombre. Sans amour, sans la moindre trace d'amour, on comprend qu'aucun bonheur ne peut survenir et ne peut même résister, que l'on se dirige donc forcément vers une vie qui sera elle aussi remplie de malheur et qui ne se nourrira uniquement que de cela. N'ayant jamais reçu la plus infime trace d'amour, Tom Jedusor n'a jamais été vraiment en capacité de la reproduire et encore moins de la transmettre. Assez paradoxalement, ceci dit, il faut bien reconnaître, mais c'est un peu hors sujet, qu'il a suscité parfois une forme d'amour à son corps défendant bien évidemment parmi certains de ses fidèles et de ses fans. Ça, il fallait quand même qu'on le notifie, mais nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Selon Albus Dumbledore, l'amour est le plus grand des mystères qui est étudié au sein du département des mystères au ministère de la magie. Il est donc difficile d'en tirer des conclusions, vous l'aurez compris, mais nous avons la véritable certitude que l'amour est l'une des composantes essentielles du bonheur, si ce n'est la composante la plus importante, même si l'amour, évidemment, peut parfois se montrer comme étant imparfait, il est quand même, cependant, quelque chose qui demeure primordial. Si l'on reprend nos conceptions bassement humaines des éléments constitutifs du bonheur, on abordera évidemment ensuite la question des amitiés. La question des amitiés, elle est fondamentale pour tout développement harmonieux, évidemment, d'une personne. On sait en effet que les relations sociales sont importantes, évidemment, pour le bien-être des personnes. En l'occurrence, pour ce qui concerne nos personnages, notamment lorsqu'ils sont enfants ou adolescents, on aurait même tendance à dire qu'il s'agit là de quelque chose de plus important encore que l'amour, en dehors, évidemment, de tout ce qui peut se passer dans ce qu'on qualifiera de cellules familiales au sens large du terme. Les amitiés, d'autant plus dans un cadre scolaire comme Poudlard, permettent en fait de se construire une stabilité émotionnelle. On pourrait même
on va dire, pencher vers l'idée même d'un point d'ancrage permettant de surmonter les épreuves individuelles qui peuvent advenir durant une scolarité à Poudlard qui fonctionne quand même en vase très clos. Quand on a des amis et qu'ils sont en plus de confiance, on peut passer de bons moments, des moments qui rendent heureux et qui apportent vraiment des moments de bonheur complet et total. On voit d'ailleurs la différence qui peut exister entre le trio formé par Harry Potter, Hermione Granger et Ronald Weasley et celui formé par Draco Malfoy, Gregory Goyle ou encore Vincent Crabbe. Ces deux groupes d'amis n'ont pas du tout les mêmes manières de fonctionner et encore moins le même équilibre, on l'aura bien compris. Dans le groupe formé par Harry, Ron et Hermione, on sait que l'amitié, une fois conclue, reste solide, sera solide, même si elle n'est pas totalement exempte de toute difficulté. On le sait. Dans l'autre groupe, on sait par contre de manière on ne peut plus évidente que l'amitié entre eux trois ne sont absolument pas fortes ni égales entre elles. On a toujours eu un peu le sentiment que Crabbe et Goyle n'étaient clairement pas des personnes comptant aux yeux d'un Draco Malfoy dont on a le sentiment qu'il se servait évidemment de ses deux amis de circonstances comme de simples exécutants en fait de basse besogne plus que de véritables relations humaines. L'amitié est toujours un sentiment qui est difficile à manier et qui peut de manière, on va dire, assez claire apporter autant de bonheur que de mauvais souvenirs. Mais bon, ça évidemment, il faut regarder la dynamique de ce qu'il se passe par exemple dans un groupe d'amis. On voit dans la dynamique de notre trio préféré que on est sur un socle évidemment qui est pour le moins très solide et sur lequel chacune des parties peut se reposer. Ce n'est pas le cas pour d'autres. Alors évidemment là les choses sont plus compliquées. On pourrait d'ailleurs parler des différentes crises qui ont émaillé aussi la relation entre Harry et Ron, pourtant meilleurs amis au monde, principalement en raison du caractère jaloux qui est celui de Ronald, hein, puisqu'évidemment une amitié est une somme d'individualité, il ne faut pas l'oublier, et on sait que parfois les périodes d'éloignement qui seront parfois violentes entre Harry et Ron Weasley vont présenter de très nombreux moments de tristesse, vont entraîner beaucoup de bouleversements dont nous avons été témoins par exemple dans les événements de Harry Potter à la Coupe de Feu, mais aussi durant les épisodes des reliques de la mort dans une dimension évidemment très violente. Ce sont des périodes que l'on peut même qualifier comme étant des périodes où chacun des protagonistes aura d'ailleurs beaucoup de mal à surpasser, on va dire, cette situation, car là aussi, elle génère évidemment, vous l'aurez compris, du malheur. Dans les autres groupes d'amis à Poudlard que nous observons généralement de loin, on sent que là aussi, des disparités peuvent se faire jour. Mais on sait aussi que l'absence d'amitié, pour certains élèves, peuvent déboucher sur des problématiques malheureusement très lourdes de conséquences. Et c'est le cas notamment du personnage de Ginny Weasley dans les événements de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Vous le savez, nous vous avons fait une vidéo complète sur Ginny Weasley qui dure plus d'1h30. Ginny souffre à cette époque d'une solitude immense et d'une presque incapacité à se faire remarquer ou à se faire des amis. Et la solitude qui en découle fait plonger Ginny dans une spirale de malheur absolument infernale qui sera, on le sait, très difficile à surpasser. Là-dessus, on le sait, l'absence d'amitié, dans le cas présent, démontre le malheur, évidemment, qui peut en découler. L'amitié est, sans se tromper, une composante aussi, évidemment, vous l'aurez donc compris, tout à fait essentielle du bonheur, mais on voit bien que souvent, elle n'est pas suffisante. Il faut donc chercher à identifier peut-être d'autres solutions pour tenter de trouver le bonheur, mais aussi le bon équilibre, pour que l'amitié ne devienne pas quelque chose qui vienne engendrer plus, entre guillemets, de malheur que de bonheur. Alors, passons maintenant à la question de la santé, dont on sait qu'elle est importante au bonheur. On peut d'ailleurs aussi bien aborder la question de la santé physique que la question très importante aussi de la santé mentale. La dimension de la santé mentale est un sujet pour le moins primordial, d'autant plus dans la logique qui est celle qui animait J.K. Rowling durant l'écriture même de Harry Potter. À cette époque, le sujet de la santé mentale n'était pas forcément le sujet le plus en vogue dans notre société. Aujourd'hui, on en parle nettement plus facilement, parfois peut-être trop, et l'acceptation de pathologies comme la dépression, comme la bipolarité ou comme d'autres affections sont nettement plus acceptées que d'autres, et c'est très bien comme ça. Dans Harry Potter, la question de la santé physique et de la question des personnages est majoritairement traitée sous l'approche de la réponse apportée à des traumatismes physiques comme des blessures ou à des petits virus. Plus rarement, la question de la santé est abordée sous le prisme de la vieillesse, notamment par exemple au sujet d'Albus Dumbledore ou de Nicolas Flamel. Elle ne revêt cependant pas une importance phénoménale comme étant généralement vécue comme une sorte de
contrariété naturelle contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas véritablement d'autres développements. Il y a aussi évidemment les maladies comme la dragoncelle par exemple, dont on sait qu'elle a décimé des familles entières durant des années. Nous en avons l'exemple pour les grands paternels de Harry Potter. La dragoncelle, c'est une maladie généralement mortelle qui correspond plus ou moins un peu à la grippe espagnole, en un peu pire, quand elle survient évidemment à un âge assez avancé de la vie. Cette maladie n'est cependant pas suffisamment documentée pour que nous puissions aller tellement plus loin dans notre raisonnement, mais on peut évidemment imaginer que cette maladie magique, comme d'autres, sont probablement des maladies redoutées qui sont généralement peu compatibles avec l'idée même du bonheur, vous l'aurez compris. Enfin, sur un plan purement physique, on sait que la magie peut également avoir des conséquences très angoissantes et parfois très douloureuses. Certains sortilèges, comme le sortilège de Loris, dont on sait que la souffrance engendre parfois des choses extrêmes, et qui peut même aller jusqu'à l'annihilation même de la personnalité des victimes. Nous l'avons notamment vu avec Franck et Alice Landubat, les parents de Neuville, dont on peut se demander vraiment s'il leur reste encore une once de conscience, malheureusement, après autant de tortures. Dans un cas aussi extrême que celui-ci, on peut se poser la question philosophique de savoir si une conscience peut survivre à ce type de magie. On pourra éventuellement se poser la question dans une prochaine vidéo spécifiquement dédiée, mais c'est vrai que c'est une vidéo qui est très complexe et à laquelle il faudra réfléchir. Franck et Alice Londubat sont-ils heureux ? C'est un véritable point de questionnement, comme de savoir s'ils ont accès à une certaine forme de bonheur. Là, évidemment, on pourra se poser la question, mais nous aurons besoin de réfléchir sur le sujet. D'autres blessures magiques sont évidemment source de difficultés et peuvent venir, on va dire, détruire toute ou presque idée même du bonheur. On le voit notamment pour tout ce qui concerne le sujet de la lycanthropie. Le cas de Rémus Lupin, dont on vous a déjà parlé, est peut-être l'exemple le plus flagrant de la manière dont une blessure peut bouleverser une vie. Rémus Lupin a bouleversé, on va dire, des existences entières, et il a vécu lui aussi des décennies entières dans le malheur, à la fois à cause de ce qu'il considère comme étant, on va dire, une malédiction, mais aussi il a beaucoup souffert du regard des autres sur sa nature, évidemment, de loup-garou, qui est très mal perçue dans la société du monde magique. Face à une telle situation, il faut donc reconnaître que le bonheur n'est pas simple à trouver. D'un point de vue physique, là aussi, on pourra considérer que la santé est quelque chose qui crée les conditions de bonheur, mais qu'elle ne peut pas être seule en réalité, et c'est d'autant plus vrai aussi lorsque l'on ajoute à cela la question, évidemment, très épineuse de la santé mentale. Et en dehors de tout ce qu'a pu vivre J.K. Rowling durant l'écriture de sa saga, la question de la santé mentale, et principalement des jeunes, vient quand même impacter de manière assez évidente le roman. Nous pouvons en effet remarquer que depuis le début des aventures de Harry Potter, il y a toujours eu un aspect qui nous a, beaucoup intéressés, c'est celui des souffrances et de l'impact individuel ou collectif d'événements qui sont parfois plus ou moins importants. On voit que tous les élèves sont soumis, on va dire, aux événements qui se déroulent au château, que l'on soit dans l'intrigue d'Harry Potter à la Chambre des Secrets, dans celle du prisonnier d'Azkaban ou dans celle de la Coupe de Feu. On voit quand même que les élèves doivent faire face collectivement à de très nombreuses angoisses, à des paniques généralisées, parfois même à, quand même, on va dire, des peurs plus qu'instinctive. Individuellement, d'ailleurs, la majorité des personnages principaux ou secondaires, pris individuellement, se retrouvent tous confrontés à des épisodes dépressifs de divers degrés, à des angoisses plus ou moins prononcées, à des névroses et évidemment aux conséquences de passé qui sont généralement tous plus traumatisants les uns que les autres. Bref, dans cette situation, le bonheur, là aussi, n'est pas toujours simple, évidemment, à identifier ni à trouver, d'autant plus qu'il est parfois très difficile de passer au-dessus de toutes ces difficultés sans un soutien extérieur, ce qui parfois est un peu compliqué. Donc, alors, on sait que généralement, la plupart du temps, ce soutien, bien entendu, peut venir de la famille ou peut venir des amis. Mais nous avons quand même très souvent eu le sentiment que les élèves sont souvent laissés un peu à eux-mêmes et doivent faire face à leurs propres problèmes. Alors, bien évidemment, certains professeurs se montrent parfois plus attentifs aux difficultés rencontrées par tel ou tel élève. On le voit notamment avec le professeur Trelawney. Bien évidemment, il y a aussi une infirmerie qui est là pour soigner, mais
que l'on croise dans la très grande majorité des cas pour surtout, on va dire, des savoirs généralement physiques et qui permettent évidemment de réparer plutôt des traumatismes que de réparer des traumatismes psychologiques et qui ne sont finalement généralement que très très peu mentionnés dans ce cadre-là. Pourtant, c'est un véritable sujet qu'il conviendrait quand même d'appréhender avec beaucoup plus d'engagement car la question de la santé mentale, aussi bien que la santé physique, peuvent être évidemment la source de très nombreuses souffrances et de très nombreuses douleurs, souvent très insidieuses d'ailleurs également, et dont il ne faut pas du tout minorer l'impact une seule seconde, et elle mérite évidemment que l'on se pose aussi des tas de questions là-dessus. On a vu évidemment que des problématiques de santé mentale peuvent déboucher sur des situations franchement très périlleuses. Le cas de Ginny Weasley, encore une fois, est extrêmement parlant dans la Chambre des Secrets, comme celui d'ailleurs de Neville Londubat, qui lui aussi souffre évidemment de la situation de ses parents et de sa jeunesse. La santé physique, la santé mentale donc, font partie des éléments qui contribuent au bonheur d'une personne, c'est évident. C'est même quelque chose de tout à fait primordial et très important, et ces sujets étaient toujours plus ou moins laissés de côté. Il fallait évidemment qu'on s'en occupe. Mais maintenant, évidemment, vous allez comprendre qu'on va aussi aborder aussi un autre sujet que celui de la santé, qui est la question de l'argent, sujet que nos sociétés contemporaines ont érigé comme étant l'alpha et l'oméga de tout ce qui peut ressembler à de la réussite avec le bonheur qui s'ensuit. De manière assez évidente et pour le moins malheureusement très nette, la conception qui est celle de J.K. Rowling fait que le bonheur ne vient évidemment pas du tout de l'argent et se trouve bien au contraire, très loin de tout ce que l'on peut imaginer comme étant une valeur cardinale. Bien évidemment, on trouve dans le monde inventé par J.K. Rowling des familles qui sont riches, des familles de la classe moyenne et des familles qui vivent dans la pauvreté, même parfois, disons-le, dans une précarité sociale particulièrement atroce. Compte tenu de ces différences financières, on pourrait avoir tendance à se dire que ceux qui disposent des moyens les plus élevés seraient ceux dont on pourrait penser qu'ils seraient, et éventuellement, pourquoi pas, le plus à même à vivre dans le bonheur, et donc d'être heureux. Mais une fois encore, J.K. Rowling voit, et en tout cas écrit, une toute autre version, dans la mesure où même dans des familles extrêmement riches, comme les Malfoy ou comme les Black, il semble franchement assez évident et même tout à fait limpide que le bonheur n'a jamais régné véritablement en maître dans ces familles, et c'est peut-être un peu moins vrai effectivement chez les Malfoy que chez les Black, mais dans l'ensemble, on comprend quand même un peu l'idée qui est celle de J.K. Rowling. Un autre exemple, et pour le coup tout aussi marquant et assez révélateur, c'est la situation en fait de Harry Potter, qui, on le sait, est assis littéralement sur un tas d'or, mais dont on sent bien que ce sujet ne rentre absolument pas du tout dans la perception de sa propre vie et de ce qui compte réellement, et qu'il passe complètement à côté. Et c'est finalement dans les familles généralement aux revenus modestes que l'on trouvera davantage de bonheur. La famille Weasley, dont on sait qu'ils ont du mal quand même à boucler les fins de mois, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qu'ils réussissent quand même à vivre chichement, sont généralement une famille aimée, aimante et globalement une famille heureuse. Alors bien évidemment, le manque d'argent est parfois quelque chose qui est difficile à surpasser, quelque chose qui est difficile à vivre, mais ils savent que là, en fait, n'est pas l'essentiel, loin de là. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que J.K. Rowling est elle-même issue d'une famille qui est franchement très très loin d'être une famille riche. C'est même une famille issue tout à fait de la classe moyenne, qui n'a jamais vécu dans aucune forme d'opulence ou dans une quelconque richesse. Et pourtant, elle a vécu depuis, évidemment, dans d'autres environnements. Mais on sait que durant son enfance, il y a eu, malgré le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, de très grands moments de bonheur et des grands moments de joie, malgré la maladie, malgré les difficultés, etc. On ne le répétera jamais assez probablement, mais l'argent ne fait pas et ne fera jamais le bonheur, ni dans l'œuvre de J.K. Rowling d'ailleurs, ni dans le monde magique, ni dans notre monde contemporain, soyons honnêtes, il convient de le tenir pour acquis. Cependant, inversement, nous savons aussi que la misère et la très grande pauvreté peuvent avoir un impact, ou même un impact particulièrement néfaste sur le développement, par exemple, des enfants, des relations familiales, et une situation qui peut, là aussi, évidemment, découler de ces situations de pauvreté. Quand on regarde, par exemple, l'exemple de ce qu'il reste de la famille Gaunt, qui vit dans une immense précarité sociale et financière, on sait qu'il ne peut pas y avoir de happy ending là-dedans. La précarité sociale, et notamment celle des familles, est
l'un des grands sujets de prédilection évidemment de J.K. Rowling, qui en a fait l'un de ses principaux combats pour justement éviter l'exclusion qui est souvent la conséquence pour les victimes de la pauvreté. Dans le monde magique, on sait que tout ce qui a tendance à fabriquer de l'exclusion a tendance à fabriquer le malheur, et évidemment, quand il y a le malheur, il y a beaucoup de douleur généralement derrière, vous l'aurez compris, on l'a vu avec Rogue, on l'a vu avec Tom Jedusor et compagnie. Nous l'aurons compris, l'argent n'est pas donc une composante du bonheur et ne le sera jamais. Nous sommes persuadés, bien au contraire, que souvent il ne fabrique d'ailleurs qu'un faux bonheur et détourne franchement même de ce que l'on pourrait qualifier comme étant le vrai bonheur et la vraie joie. Enfin, dernier point que l'on associe généralement à une certaine conception du bonheur, c'est généralement le travail, parfois les loisirs. Bon, pour être assez honnête, ces deux sujets ne nous ont pas interpellés outre mesure dans la mesure où en fait la question du travail dans Harry Potter n'a pas été abordée plus que ça. Pour ce qui concerne les loisirs, il est vrai que le Quidditch et autres sports magiques apportent probablement quelques moments récréatifs sympathiques qui peuvent générer du bonheur et des passions, parfois effectivement assez mobilisatrices, comme on a pu le voir également pour la coupe de feu. Mais pour autant, on comprendra qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec le vrai et grand bonheur, on reste dans quelque chose de très, on va dire, éphémère. Plus sérieusement, vous l'aurez compris, le contexte dans lequel a été écrit Harry Potter a forcément bien compté, car la perception que pouvait avoir J.K. Rowling à l'époque de la vie et sa conception même de ce qu'était le bonheur a eu une influence sur la nature de l'histoire et de la vie de ses personnages. C'est de toutes les manières en fait ce qui explique le mieux en fait les raisons pour lesquelles le bonheur semble être une denrée qu'on pourrait qualifier comme étant rare, voire très rare, presque même souvent assez inaccessible dans le roman. Pour notre part, en fait, nous pouvons penser, on va dire, que cela permet de renforcer quelque part le côté très réel du monde magique qu'elle a inventé, car nous savons évidemment tout à fait que le bonheur permanent et sans accroc n'est globalement qu'une utopie qui se fracasse traditionnellement sur les tracas de la vie quotidienne, mais qui finissent toujours à un moment ou à un autre par se réparer, et c'est ça qui est le plus important, surtout évidemment quand il y a l'amour, puisque l'amour permet en fait de surpasser toutes les épreuves, et ça aussi c'est au cœur évidemment du message chrétien qui est celui de J.K. Rowling dans son œuvre. Il aurait franchement été improbable évidemment que le monde magique, qui fait partie de la même humanité que la nôtre, et donc qui est une humanité qui nous est commune, n'ait pas à subir en fait les mêmes difficultés de vie que nous croisons tous les jours, évidemment, dans nos vies quotidiennes, dans nos vies familiales, dans nos amitiés, dans nos relations sociales, dans notre travail, dans nos loisirs. Enfin, c'était une logique, évidemment, assez forte qu'on soit globalement sur une dynamique assez similaire. Donc, grosso modo, voilà un petit peu pourquoi on voulait traiter ce sujet-là, parce que c'était un sujet qui était quand même assez important et qui nous a toujours marqué, parce que c'est vrai que, voilà, on est face à des personnages qui ont toujours beaucoup de problèmes. Alors, encore une fois, c'est quelque chose qui est très commun à toute la littérature de J.K. Rowling. On le retrouve évidemment dans son roman Une place à prendre, qui est le livre qu'elle a écrit juste après Harry Potter, où là pour le coup c'est vraiment quelque chose de flagrant et dont on aurait pu imaginer que le sujet central était celui-ci et uniquement celui-ci, mais c'est aussi valable pour les excellentes aventures de Cormoran Strike, et comme c'est valable également pour Jack et la grande aventure du cochon de Noël dont on vous parlait récemment dans une dernière vidéo, et l'Icabog, là aussi où la majorité des personnages ne sont pas heureux et ne deviennent finalement heureux que après de très très lourdes épreuves, puisque malheureusement les épreuves font partie de la vie, que parfois elles ne sont pas toujours très simples à évidemment relever. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour reparler donc des aventures de Harry Potter et se poser encore tout un tas de questions. Nous, c'est une vidéo qu'on a pris beaucoup de plaisir à écrire, donc on espère vraiment qu'elle vous plaira, et on se retrouve donc très bientôt pour des vidéos peut-être un petit peu plus joyeuses, mais qu'on essaiera de travailler toujours autant pour continuer à vous fournir un contenu qui vous intéresse. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Donc on vous laisse ici et on se retrouve donc très bientôt pour plein de belles aventures.